vais partager mon écran pour qu'on puisse commencer cet échange avec Estelle et au fur et à mesure, les différents participants nous rejoigneront. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat toutes les questions que vous avez. Le but, c'est qu'on puisse, en plus là pour l'instant, on n'est pas très nombreuses, donc ça nous permettra de pouvoir vraiment adapter cet échange à vous. Alors, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais. Trop bien. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est de parler de la collaboration entre product manager et développeur. C'est une thématique que je trouve passionnante. Hier, justement, les maestros étaient en cours de tech avec un de nos intervenants qui était anciennement développeur. Et c'est vrai que une des premières idées reçues quand on parle de product manager, c'est de se dire, OK, dans product manager, il y a le terme manager et du coup, le product manage toute sa squad. Et en fait, non, pas du tout. C'est vraiment une relation de collaboration. Et donc, je suis super contente de pouvoir parler et creuser ce sujet avec Estelle, qui a cette double casquette à la fois de développeuse et de product manager, et qui du coup peut vraiment nous donner les deux côtés de cette collaboration. Rapidement, pour ceux qui connaissent pas Maestro, du coup là, le talk est un Maestrix. Je m'appelle Héloïse et j'anime aujourd'hui avec vous ce Maestrix. Les Maestrix, c'est des interviews hebdomadaires qu'on fait avec des experts et des expertes qui viennent nous partager leur retour d'expérience et les écueils par lesquels ils sont passés, leurs tips sur des thématiques du produit et de la tech. Euh, et peut-être, comme on n'est pas très nombreux, vous pouvez tout nous dire dans le chat qui vous êtes également. Est-ce que vous êtes justement product manager ou développeur? Est-ce que vous avez cette double casquette? Est-ce que vous êtes d'un côté ou de l'autre? Est-ce que vous êtes dans une équipe produit, tech ou autre? Dites-nous dans le chat et on pourra du coup savoir un peu avec qui vous êtes. Alors, je ne sais pas si je peux me mettre le chat en même temps. Ah oui, parfait. Enfin, merci Shana qui a répondu. Les autres, n'hésitez pas à nous dire. Et pendant que vous vous présentez dans le chat, j'en profite pour vous représenter rapidement Maestro. Comme je le disais, on est l'école du produit et de la tech et du coup, on a différents programmes. On a notre bootcamp phare en produit qui forme du coup au métier de product manager, mais on a également des programmes plus en no-code et on a notamment un MOOC en e-learning sur la tech qui a comme objectif de justement permettre au product manager de bien comprendre ce que c'est qu'une structure du web, l'une API et comment euh, pouvoir bien comprendre ses développeurs aussi. Euh, donc assez en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Je vous ai mis les dates de nos prochaines formations. L'objectif, c'est pas de rentrer dans le détail, donc je vous ai mis le lien de Blandine qui s'occupe des admissions. Si vous avez la moindre question sur nos programmes, elle se fera un plaisir d'y répondre. Et je vous ai remis là les différents canaux sur lesquels on communique sur nos Maestrix, que ce soit sur Meetup, LinkedIn ou le site, plusieurs canaux où on partage nos ressources. Donc voilà, si vous voulez creuser différents sujets du produit de la tech, c'est sur ces canaux que vous pourrez. Et j'ai déjà trop parlé, donc je vais laisser la parole à Estelle. Estelle qui est en plus d'avoir un parcours super riche et intervenante chez Maestro, elle est coach, elle accompagne beaucoup de nos profils dans leur reconversion sur la partie carrière. Et en discutant avec elle, elle nous a dit que ce sujet de la collaboration développeur-product ayant ces deux casquettes est un sujet qui lui plaisait. Et donc, on est ravis que, Estelle, tu partages avec nous un peu ton avis, tes recos et tes tips sur cette thématique. Et je te laisse la parole peut-être pour nous dire rapidement ton parcours. Et puis après, j'arrêterai très de partager mon écran. Comme ça, on te verra en grand et ce sera plus sympa pour échanger. Ouais, merci beaucoup pour cette intro. Moi aussi, c'est toujours un plaisir de travailler avec Maestro, d'accompagner les reconversions en plus de mes activités à côté. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui. Effectivement, pour passer un peu rapidement sur le parcours, parce que j'ai fait plein de choses. Au départ, je viens d'un profil plutôt marketing et qui n'était pas forcément vraiment ma plus grosse appétence, on va dire. Donc, rapidement, je me suis retrouvée dans de la gestion de projets informatiques et en 2016-2017, c'était un peu le début du product management en France. Il n'y en avait pas tant que ça non plus. Donc, je suis passée un petit peu
on va dire, naturellement, sans trop savoir ce que c'était, vers du product management. Ça se faisait pas mal comme ça à l'époque. C'est vrai que maintenant, c'est moins le cas parce qu'il y a des formations, notamment comme Maestro. Donc, c'est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus structuré maintenant de passer product manager, et peut-être tant mieux aussi d'ailleurs. Donc voilà, je suis passée chez Sarenza en tant que product manager, c'était mon premier poste. Ensuite, je suis passée dans des structures un peu plus petites, donc Sportiros, qui est une startup dans le sport, où j'étais la première PM. Et après ça, je suis passée chez Malte, qui commençait déjà à devenir un peu plus grand à l'époque. Et maintenant, c'est devenu assez grand, c'est presque une scale-up, je pense, on peut dire. Donc voilà, Malte, plateforme pour les freelances. Et en fait, en étant chez Malte, ça m'a donné envie de passer moi-même en freelance. Et donc, à partir de 2020, je suis passée en freelance en produit. Donc, j'ai fait pas mal de missions. Notamment, j'ai fait des missions avec le collectif Mozart. Bon, notamment deux belles missions pour Sorare et Boxy, qui sont des clients assez connus et assez sympas. J'en ai fait d'autres avec eux. J'en ai fait aussi de mon côté avec des clients sur des missions un petit peu plus longues. Et en parallèle de tout ça, en fait, j'ai suivi la formation à l'école 42. Donc, j'ai fait tout le tronc commun. J'ai fini ce tronc commun. Euh, donc, bon, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers, l'école 42, c'est une école d'informatique où, en fait, on n'a pas de professeur et on apprend à coder en ce qu'on appelle peer-to-peer. Donc, c'est vraiment une méthodologie qui est très près des méthodologies de développeurs. Et du coup, aujourd'hui, je suis actuellement sur une mission où, un petit peu comme Alan a fait à ses débuts, puisque c'est une toute petite structure, en fait, on n'a pas vraiment d'équipe produit, donc on fait à la fois, on est software développeur et en même temps, on gère le produit. Et en fait, moi, ce que j'ai apporté, c'est que j'ai l'expérience produit, et peut-être en développement, je suis un petit peu moins avancée. Et dans l'équipe, les profils, c'est plutôt l'inverse. Ce sont plus développeurs et pas forcément très produits. Donc, ça fait un bon échange, et en fait avoir du coup cette double perspective, et de pouvoir d'être vraiment dans les équipes tech. Enfin, ça fait longtemps et j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont tech. Ça m'a permis de vraiment pouvoir questionner les deux côtés et comprendre un peu quelles sont les perspectives des deux côtés. Et donc c'est pour ça que je trouvais ça génial qu'on fasse un maestric sur cette question qui en fait interroge beaucoup autant les PM que les ingénieurs de l'autre côté. Trop bien. Bah, merci pour cette présentation. J'en profite pour arrêter le partage. Et je redis pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à mettre dans le chat toutes les questions éventuelles que vous avez lors de cet échange. Et évidemment, la première question qui vient sur ce sujet, c'est bah, quels sont selon toi, Estelle, un peu les principaux défis de cette collaboration entre product manager et développeur? Euh, Effectivement, je pense que on va commencer par prendre le problème d'une manière qui est peut-être un peu la plus évidente, c'est côté delivery, puisque c'est là où on attend forcément le plus la collaboration entre PM et développeurs. Dans toutes les entreprises, c'est à ce moment-là que communiquent les PM et développeurs. Donc, c'est un peu ce qui peut paraître au départ le plus évident, le plus évident. Donc forcément, il y a ce côté comment on délivre ensemble, et c'est pas toujours évident. Euh, c'est une réponse qui revient souvent en produit, malheureusement. J'ai envie de dire, ça dépend. C'est un peu horrible à dire, mais voilà. Dans les petites structures, ça se passe pas du tout pareil que dans les grandes structures, forcément, parce que dans les petites structures, les équipes sont quasiment les mêmes, on est tout le temps ensemble. Donc la collaboration au niveau du delivery, souvent, elle se fait plus facilement, puisqu'on a les mêmes rituels, on a la même organisation. Dans des plus grandes structures, ça devient plus difficile parce qu'on a chacun nos rituels, nos outils, nos process. Donc déjà, il y a ce problème un peu sur comment on délivre ensemble. Euh, voilà, et où c'est un peu la première étape où il faut arriver à s'aligner, parce que vraiment, c'est le point où on est le plus en contact. Mais de plus en plus, on en parle, c'est qu'en fait, un produit, on fait à la fois ce qu'on appelle donc delivery, donc c'est-à-dire vraiment comment on développe les sujets, les features, etc. Et le côté plus discovery, donc qui est plus l'amont, où pendant assez longtemps, on voyait surtout des designers, des product managers, et c'était plus difficile de faire accepter aux entreprises que, en fait, les développeurs ont leur place en conception, en discovery. Et quand je dis conception, c'est pas, enfin, c'est même vraiment toute la discovery. Donc, ça part du départ. De plus en plus, je vois dans mon entourage, dans mon réseau, les UX researchers, donc qui font vraiment la recherche tout en amont. Ils aiment bien que les product managers et les product designers viennent dans cette phase de recherche où on fait des interviews utilisateurs. Ils aiment bien aussi inviter les développeurs. Et souvent, il y a des développeurs qui ont un peu peur d'aller
dans ces réunions, etc. Et en fait, à chaque fois, on voit des super résultats parce que ça leur permet vraiment de pouvoir voir pour qui on construit les choses, pourquoi, etc. De voir des vrais usages sous leurs yeux. Et donc, en fait, de plus en plus, ça vient aussi sur cet autre pan de la collaboration, de ne pas dire les développeurs, ils sont que en aval, ils peuvent être aussi en amont, en fait, des sujets. Hmm. Complètement, c'est vrai que le premier prix, c'est de se dire, il est vraiment dans la delivery. Du coup, je l'intègre pas à Discovery, mais finalement, et je m'en souviens d'ailleurs, c'était un sujet que j'avais eu sur, je crois que la partie tech, on la mettait après enfin, dans le projet de fin qu'on fait dans le bootcamp. C'est les maestros travaillent sur une problématique de A à Z et le but, c'est de résoudre une hypothèse, enfin, de proposer une hypothèse de solution sur une problématique produit. Et je disais, ah, bah, ce serait bien qu'ils puissent échanger avec un développeur pour quand ils vont concevoir la solution, voir la faisabilité technique. Et la majorité des entreprises me disaient, mais en fait, nos développeurs, ils sont aussi dans la phase amont de réflexion et au-delà de juste la faisabilité technique, aussi de la cohérence et de la partie plus de recherche en amont. Donc je partage ton point. Et comment tu Complètement, ouais. décrirais du coup aussi la collaboration idéale pour toi entre product manager et développeur en termes d'organisation, mais ou même de synergie? Pour toi, comment c'est censé se structurer pour que ça fonctionne le mieux possible? Eh ben, en fait, j'ai vu pas mal d'organisations. Après, comme je disais, moi, j'ai plutôt été dans des startups et scale-up. Et je pense que l'avantage qu'on a dans ces structures qui sont peut-être un peu plus petites que des grands groupes, et donc du coup, ce que je veux dire, ça s'applique plus difficilement en grand groupe, et encore que ça commence pas mal à changer. Je dirais que, en fait, moi, ce que j'ai vécu comme étant un peu l'idéal, c'est un peu le format squad où on est en transverse. Mais qui dit squad, ça veut pas juste dire on met un PM, quelques développeurs, un designer ensemble et ça va faire des miracles. En fait, il faut que ce soit vraiment hyper bien cadré, organisé et qu'on sache qui fait quoi et de quelle manière on s'implique, etc. Et en fait, c'est vraiment pas facile comme organisation. Je pense que trop souvent, on a tendance à se dire c'est bon, il suffit de les mettre ensemble, chacun dans des bureaux et voilà, et ça va marcher. Et en fait, c'est rarement aussi simple que ça parce que bon, il y a forcément des questions de voilà comment on répartit les responsabilités, etc. Et je pense que là, côté PM, parce que du coup, c'est comme ça qu'on fonctionnait notamment chez Malte, et c'était vraiment hyper agréable. On allait vite, on avait une bonne communication, on avait des rituels, donc on était organisé en agile. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est il faut être vraiment très clair sur les responsabilités des uns et des autres et c'est pas forcément au PM de prendre toute la responsabilité de l'équipe. Et ça, c'est un peu un écueil que je vois souvent, c'est que on a des personnalités très autonomes, et en fait, c'est aussi un peu le rôle d'un PM de pas laisser les choses dans le flou, etc. Donc, on a envie de combler les vides. Et très souvent, en fait, on vient faire, sans faire exprès, déresponsabiliser un peu l'équipe technique. Et notamment, souvent, dans ce genre d'orga, on a un lead dev. Et je trouve qu'en fait, la relation avec le lead dev, elle est primordiale. C'est vraiment une relation qui doit être super forte. On doit passer du temps à communiquer. Alors bon, c'est vrai que les développeurs sont pas toujours hyper à fond dans la communication. Ils aiment bien travailler un peu en mode de manière concentrée, mais du coup, ça vaut le coup de se mettre d'accord sur des moments d'échange, etc. Mais je pense que vraiment avoir une bonne communication et une bonne répartition des rôles entre le lead développeur et le PM, c'est hyper important pour que du coup les responsabilités de la squad soient bien réparties. Et en fait, il y a des moments où comment dire, il y a des sujets où en fait, c'est pas forcément au PM de devoir toujours solliciter les développeurs, etc. Le lead développeur a vraiment un rôle à jouer à ce niveau-là, en fait. Mm. Et du coup, justement, en termes de communication, pour toi, c'est quoi un peu les clés d'une communication efficace? Bah, déjà, ce que je disais, c'est prévoir les moments d'échange et pas forcément se reposer que sur les rituels de l'agile. Parce qu'on a tendance souvent, et en fait, ça recoupe ce que je disais au tout début, on voit le prisme du delivery, donc c'est-à-dire je fais le delivery avec les développeurs et je fais la discovery avec les designers. Et en fait, ça fonctionne pas très bien de séparer les choses comme ça. Pour moi, il faut pas séparer la discovery et la delivery. C'est vraiment le premier défaut qu'on voit dans toutes les boîtes, c'est que on a toute une phase de discovery qui est en plus pas forcément très rationalisée et très objectivée. Et ça, je peux détailler un peu ce que je veux dire par là.
Mais de l'autre côté, on a toute une delivery qui fonctionne un peu de manière autonome et qu'au contraire, on va beaucoup rationaliser et beaucoup objectiver. Donc, quand je dis ça, ça veut dire quoi? C'est dans l'agile, on mesure, donc on a tous les rituels de l'agile qui visent vraiment à suivre où est-ce qu'on en est du développement, combien de temps en moyenne on passe sur des fonctionnalités, des sujets. Donc voilà, il y a quand même un suivi qui est assez cadré et je pense que ça fonctionne assez bien parce que les ingénieurs ont un petit peu cette mentalité de on aime bien rationaliser et on aime bien cadrer. Et ça, je le vois tous les jours. C'est un peu la culture ingénieur du développeur. Et en fait, en discovery, on a maintenant des méthodos qui nous permettent de cadrer, mais souvent, elles sont un petit peu déconnectées de cette delivery. Donc, du coup, les développeurs savent pas vraiment ce qui se passe en discovery. Et donc, souvent, ils sont pas forcément au courant de ce qui se passe. Ils ont l'impression que les choses arrivent comme ça du jour au lendemain. Et c'est là où je dirais, en termes de méthodos et d'outils, vraiment peut-être s'orienter. Alors, je dis pas que c'est la solution miracle. Par exemple, ShapeUp, moi j'aime bien ShapeUp. Ça fonctionne pas pour tout le monde. ShapeUp, ça consiste à faire 6 semaines de discovery en parallèle de 6 semaines de delivery. Et en fait, quand on fait une discovery entre deux sprints, parce que c'est des sprints de 6 semaines, du coup, on va dire, on a une semaine de pause et du coup, après, ça passe en delivery. Donc, en fait, on est tout le temps en cadence comme ça, un peu en quinconce. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça permet vraiment de dire on a un fonctionnement tous ensemble et on voit à quel moment donné on fait de la discovery et à quel moment donné on fait du delivery. Donc, ça permet un peu de rationaliser les choses et il faut aussi savoir les objectiver, en fait. C'est un truc qui revient souvent d'ailleurs dans la formation Maestro. On leur dit, on leur parle de toute la partie comment on évalue d'un point de vue data, donc quantique, quali, marché. Et on leur dit toujours, attention, on peut aller très loin et très longtemps dans la recherche de données. Donc, c'est vraiment un truc où il faut faire attention à savoir cadrer la discovery et pas juste dire, oh, on a fait de la discovery comme ça, là, on en a fait un tout petit peu, là, on en a fait beaucoup. Enfin, c'est vraiment un truc où je pense, et ça vient de plus en plus, je le vois surtout dans les organisations qui sont très, très produits avec une forte culture produit. Il y a une rationalisation autant de la discovery pour coller avec ce côté où, en delivery, on a déjà hérité un petit peu de toute cette culture agile et ingénieur. Et je pense que les deux vont tendre à se rapprocher et ça crée plus de transparence, en tout cas pour les développeurs. Hmm. Complètement. Et d'ailleurs, il y a une question de Christelle, je le vois là dans le chat, qui disait Ouais. comment partagez-vous des outils, des documents? Alors, je sais pas, Christelle, peut-être, je sais pas si tu veux expliciter ou pas ta question, mais si Estelle, ça te paraît clair, en tout cas, comme Christelle, on n'est pas beaucoup. Si tu veux prendre le micro pour nous la poser de vive voix, n'hésite pas. Ouais, à vrai dire, je pense voir un peu la question, c'est que je vois effectivement, souvent il y a des outils côté développeurs, puisque les développeurs ont pas mal d'outils qui sont très techniques, typiquement enfin je sais pas, les GitHub, Sentry, etc. Donc je vais pas venir dans le détail de ce que font tous ces outils, mais ça les aide dans leur delivery technique vraiment. Et très souvent, du coup, ils choisissent aussi des outils de gestion par eux-mêmes en fait. Et ça, des fois, c'est peut-être même un peu un problème. Le plus classique, c'est le Jira. Donc, toutes les équipes techniques, souvent, veulent Jira. Jira, qui est un peu quand même une usine à gaz, on va pas se le cacher, c'est très répandu, très connu. Mais voilà, c'est pas toujours le plus sympathique en termes d'approche. Et donc, du coup, les PM se retrouvent de leur côté à se dire, mais en fait, Jira, c'est pas adapté à des besoins de product manager. Et de plus en plus sur le marché, on voit plein d'outils pour product manager. Et ce qui crée une énorme distorsion parce qu'en fait, on va avoir tout ce que nous, on fait en produit dans des outils et eux, dans leur côté, aussi dans d'autres outils. Et bon, de plus en plus, ces outils font des intégrations. Donc déjà, je pense que c'est une première façon de rassembler un peu l'information et de partager les choses. Mais le vrai problème de ça, de ne pas choisir ces outils ensemble, et je trouve que vraiment ça nuit à la collaboration, c'est le côté où en fait, par exemple, si on présente des roadmaps, etc., qui sont sur nos outils, on va les présenter une fois aux développeurs, ils vont jamais se souvenir du nom de l'outil. Donc, ils vont jamais aller la revoir, la roadmap, en fait. Hmm. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est qu'en fait, on présente des trucs, on veut qu'ils soient impliqués, mais en fait, eux, ils ont déjà 50 outils et vraiment, côté technique, il y en a plein, hein, les gestions d'alerte, de toutes les versions, etc. Enfin, on a plein d'outils côté dev. Et du coup, en fait, avoir encore plus d'outils, bah, ils vont pas s'en Ouais, souvenir, tu en les fait. utilises pas, ouais. Et du coup, toi, c'est Ouais. quoi ceux que tu utilises? Enfin, il y en a que tu recommandes particulièrement ou, enfin, toi, t'étais sur quels outils, par exemple?
Moi, je suis pas forcément sur un outil parce que on va dire que comme ça fait 3 ans que je suis en freelance, je m'adapte beaucoup à ce que font mes Ouais, clients. Donc, je peux pas forcément leur recommander plus ou moins un outil puisque ça met du temps en fait. Il faut vraiment bien choisir ces outils et c'est ce que je disais. Je pense que les outils ils se choisissent en collaboration. Donc, il faut vraiment impliquer dans la décision tout le monde en fait, que tout le monde soit d'accord et que ce soit pas juste un le PM, il a proposé cet outil, donc en fait, on va utiliser cet outil. Typiquement, des product boards, c'est très sympa, mais en fait, à part l'équipe PM, personne ne connaît product board. Donc, et j'ai vu beaucoup, effectivement, par exemple, de roadmap ouvertes qui étaient lancées par l'équipe produit et qui, au bout de 6 mois, sont morts, personne ne les utilise parce qu'en fait, il y a que l'équipe produit qui utilise cet outil. Donc, c'est un peu dommage. Donc, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire attention avec les outils très spécialisés produits. Mais de l'autre côté, je peux comprendre que pour la doc, le suivi produit, etc., Jira, c'est quand même pas toujours l'idéal. Après, quand tous les devs sont hyper habitués, ça peut être bien de viser un outil qui a une intégration vers Jira. Comme ça nous évite d'avoir trop de travail, de j'ai la donnée dans mon outil à moi, je dois la recopier manuellement. Donc ça, c'est souvent un peu un critère où on se dit, OK, si on doit avoir un autre outil qui n'est pas dans Jira, est-ce que cet outil peut se plugger à Jira et éviter trop d'efforts? mm, carrément. Et du coup, sur la partie justement un peu outils et langage technique, enfin, au-delà de langage technique, comment toi tu penses qu'on surmonte un peu cette barrière qu'il peut y avoir entre les différents langages, ceux du produit, ceux de la tech? Comment tu surmontes ça? Est-ce que c'est une question de rituel ou du coup tu fais des points et vous vous expliquez ce que, les différentes terminologies ou toi tu dirais que comment on peut un peu surmonter ces différences de langage et de compréhension technique? Alors, je pense qu'il y a un peu de sujet, c'est bon déjà comment on favorise, mais sur la partie technique, ça c'est un peu un vrai sujet, c'est comment on arrive à un bon niveau de collaboration. Euh, et souvent, j'entends des choses comme, par exemple, les PM, ils doivent être capables de lire une documentation d'API. Alors, oui et non. J'aurais tendance à dire oui, effectivement, il faut avoir la curiosité, il faut quand même vouloir se mettre un peu à la tech parce que pas comprendre la tech en étant PM, c'est impossible. En fait, les développeurs, ils sont tellement dans des sujets complexes que déjà, ils font l'effort souvent de simplifier. Et nous, ça nous paraît toujours compliqué alors qu'ils ont déjà simplifié. Donc, il faut quand même essayer voilà, on fait chacun un pas. Eux, ils essayent de simplifier de leur côté. Et nous, on fait un effort pour quand même être à peu près au niveau, savoir de quoi on parle quand on parle d'une API, etc. Mais en même temps, j'aurais tendance à dire non, entre guillemets, dans le sens où, en fait, euh, je vois ça aussi souvent, c'est que les PM, et ça rejoint la discussion en fait, il faudrait que les développeurs viennent plutôt dans la discovery. Souvent, les PM ont cette tendance à vouloir compenser. Et donc, mais enfin, ça part pas d'un mauvais sentiment, mais c'est juste, on se dit, voilà, on avance dans des solutions. Je vais commencer à réfléchir techniquement est-ce que ça a du sens? Parce que souvent, on connaît un peu, et d'ailleurs, c'est un truc que j'encourage vivement à faire, c'est quand on arrive, prendre vraiment le temps de comprendre la structure technique. Il faut vraiment demander à ces développeurs, voilà, je sais que ça va vous prendre du temps, ça vous embête, ça vous ralentit sur des sujets, mais en fait, tout le temps qu'ils vont passer avec vous au début à vous expliquer clairement comment il fait la structure technique, c'est du temps gagné par la suite. Donc, mettez-le vraiment en regard de, OK, tout le temps que vous allez gagner plus tard en m'ayant expliqué bien maintenant. Donc, et ça, souvent, ils peuvent le comprendre et ils peuvent passer du temps. Et une fois qu'on a fait ça, euh, comme je disais, c'est attention à ne pas trop anticiper par exemple, sur les difficultés techniques. Parce qu'il y a des fois des choses où on se dit, ah, ça a l'air simple. Et en fait, techniquement, typiquement, je disais, intégrer une API, on peut regarder la doc. En fait, tant qu'on n'a pas testé ce que renvoie l'API, on comprendra jamais vraiment la difficulté technique derrière. Et je le dis parce que là, je fais de l'intégration d'API externe. Et souvent, ouais, non, mais on a des docs, par exemple, Shopify. C'est le cas, Shopify. Tout le monde m'avait dit horrible Shopify. Alors, bon, ils ont fait beaucoup d'efforts hein, de ces dernières années. La PI, maintenant, elle est quand même beaucoup plus clean qu'avant. Mais en fait, on pourrait se dire, ah, tout est super facile à faire. En fait, il y a une énorme documentation, mais il y a plein de cas qu'on ne peut pas faire. Alors que ça paraît complètement improbable. On se dit, ah bah oui, en fait, ça, on pourrait le faire. Bah, en fait, non. En testant l'API, on ne peut pas le faire. Mm. Et alors que pourtant, non, on pourrait penser que si. Et donc ça, c'est vraiment un truc où je trouve que c'est pour ça, et c'est aussi ça où il faut démontrer la valeur ajoutée de ramener les devs plus tôt
dans le process. C'est de dire, en fait, c'est pas au PM de venir compenser. Et en plus, je trouve que souvent, ça a tendance à déresponsabiliser les développeurs qui, eux, de leur côté, ça crée de la frustration, en fait, parce qu'ils se disent, ils arrivent avec des solutions où ils ont déjà réfléchi au sujet tech, alors qu'en fait, ils sont pas tech. Et je veux dire, même tech, il y a différents niveaux de tech et il y a différentes spécialisations. Ça aussi, c'est un vrai sujet. C'est qu'en fait, tout le monde ne fait pas la même chose dans une équipe tech. Donc, des fois, il y a des scopes sur lesquels certains développeurs ne connaissent pas ce scope-là de la code base. Donc, ils sont pas forcément très à l'aise de répondre. Et donc, si nous, on arrive en mode, ah, mais on a déjà réfléchi à ça, en fait, on va pas passer par ça techniquement, ça a tendance à créer des Mm. frustrations. Mm. Et justement, enfin, c'est aussi beaucoup, je trouve, une question de culture d'organisation et d'entreprise, enfin, de comment, enfin, cette collaboration product-développeur, certes, elle vient du product, mais elle vient aussi de l'organisation de manière générale. Est-ce que toi, tu aurais un peu des tips ou des conseils pour justement favoriser une culture de collaboration product-dev au sein des organisations? Et est-ce que peut-être aussi tu as des tips pour identifier quelles organisations ont des bons... Parce qu'en fait, quand tu passes tes entretiens en tant que product, tu rencontres pas forcément tous les développeurs et pourtant ça va être des gens avec qui tu vas être amené à travailler tout le temps et du coup un peu dans les deux facettes à la fois comment tu favorises ta culture d'entreprise en interne pour avoir une bonne collaboration et en même temps comment tu t'identifies en amont que l'organisation que tu rejoins a cette culture-là. Ouais, excellente question parce que surtout sur les recrutements, on me le demande souvent puisque comme je Ouais. suis coach à Maestro, c'est une question qui revient assez souvent. Et moi, je leur dis red flag déjà si vous voyez pas les développeurs en entretien. Après, bon, encore une fois, ça s'ajuste dans un grand groupe. Par exemple, si on passe des entretiens chez Carrefour, des fois, on est moins amené à les voir. Et encore que je dis Carrefour, je crois que les équipes rencontrent des profils techniques en entretien. Donc voilà, déjà, on va dire plutôt green flag si tu vas rencontrer les développeurs en entretien. Et si c'est pas forcément prévu, ça se demande en réalité. Et je pense que c'est bien d'aller demander. Ça permet un premier échange et de pouvoir tâter un peu le terrain en mode ça va être quoi notre collaboration parce que ça se Mm. pose complètement des questions de OK, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Comment ça fonctionne aujourd'hui? Et qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui vous convient pas? Et si là j'arrivais demain, comment vous voyez la collaboration entre nous? Et en fait, c'est des questions qui, franchement, elles se posent en entretien. Et je dis souvent, en fait, un entretien, c'est autant nous qui essayons d'interviewer l'entreprise que l'inverse. Donc, Ouais, et ça envoie un bon vraiment, signal de product en se ouais, disant bah justement ils cherchent à créer cette collaboration et à la structurer donc c'est plutôt ouais, valorisant en tant que profil product de poser cette question. exactement, c'est ça. Donc, je dirais sur la partie entretien, vraiment, si c'est pas prévu, ça se demande toujours un dernier entretien avec des équipes plus larges. Et je dirais même pas que développeurs, ça se demande aussi, par exemple, si vous n'avez pas rencontré de designer, c'est la même question. Les développeurs et les designers, c'est deux profils avec lesquels on travaille énormément. Donc, Mm, ça se demande complètement, est-ce que je peux faire un dernier entretien avec un des designers et un des développeurs? mm. Et ça permet vraiment de pouvoir voir en plus des synergies voilà, entre tout le monde. Mais donc, tu me demandais enfin, quels tips un peu je pourrais avoir pour favoriser la collaboration. Je dirais, bon, le premier point que j'ai cité tout à l'heure, c'est une bonne relation, mais même une très forte relation avec soit les managers des développeurs, soit les lead développeurs quand il y en a. Donc, ça dépend de l'organisation. Mais je pense que vraiment, ça passe par eux de nous aider à diffuser la culture produit. En fait, à la fin, c'est toujours une question de culture produit partagée, aussi d'être volontaire parce que tous les devs vont pas forcément être volontaires tout de suite, surtout quand la culture elle est pas hyper diffusée. Les développeurs n'ont pas toujours envie tout de suite de mettre les mains dans le produit. Donc ça passe vraiment par ces personnes qui sont un peu des relais et qui vont venir en fait motiver les équipes. Donc c'est vraiment des personnes à À se impliquer mettre dans la poche. avec nous. Ouais, à se mettre dans la poche et à avoir des échanges réguliers. Je veux dire, c'est pas juste on se croise pour prioriser le backlog et ça reste là. Il faut vraiment avoir des temps d'échange dédiés et qualitatifs, en fait. L'autre truc, c'est, forcément, là, je l'évoquais, c'est prioriser ensemble. Donc déjà, il n'y a pas une priorisation produit et une priorisation tech. Ça, c'est une super mauvaise idée parce que, en fait, les sujets techniques finissent toujours par être des sujets produits. Et souvent, on voit plutôt l'inverse, en mode les sujets produits finissent toujours tech. Ouais, mais en fait, les sujets tech finissent toujours produits aussi. C'est-à-dire que, non, mais on n'y pense pas, mais en fait, par exemple, quand tu as une énorme dette technique, tes features, elles vont plus sortir. Et donc, en fait, un problème tech finit par devenir un problème produit. Donc, et pareil, les problèmes de scalabilité. Il faut scaler le produit,
bah, en fait, c'est pas juste un problème de tech, hein, de pouvoir passer de 1 million à, par exemple, 100 millions d'utilisateurs. C'est pas juste un problème tech, c'est un problème produit aussi, parce que probablement, il y a des choses à revoir dans le produit, il y a des choses à faire évoluer, peut-être des use cases à faire évoluer, etc. Donc, en fait, un problème tech devient toujours un problème produit. Donc, j'aurais tendance à dire, attention, il faut vraiment une priorisation commune et pas juste le produit a proposé ça, la tech a validé. Et ils ont rajouté à côté leur truc technique. Donc, ça, c'est un peu un mauvais fonctionnement qui se fait souvent par défaut. Et j'aurais tendance à dire, attention, essayer de reproposer une priorisation vraiment ensemble et de faire comprendre que ça va dans les deux sens, les échanges. Ouais. Et le dernier truc, c'est, et ça, je l'ai vu passer pas mal, en fait, dans mon entourage, c'est en fait, il y a plusieurs sujets en fait qui impliquent la relation avec les devs. Donc, je disais côté delivery, côté discovery, mais souvent il y a des entreprises qui sont pas hyper comment dire chaudes de laisser les développeurs passer du temps en discovery parce qu'ils sont en mode oui, mais en fait c'est du temps qui passe en réunion, ils n'aiment pas les réunions. Enfin, il peut y avoir tout un tas d'excuses. Et bon, malheureusement, quand c'est un peu bloqué, il faut pouvoir un peu faire ses preuves, on va dire, de montrer en fait la valeur ajoutée de faire d'impliquer vraiment cette collaboration dans les deux sens. Et donc du coup, je dirais choisir ses batailles en fait. Euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire lister un peu tous les points sur lesquels on collabore et on pourrait essayer d'avoir de l'implication des deux côtés et essayer de trouver peut-être des batailles qui sont peut-être plus faciles à aller gagner et où on va pouvoir commencer à faire avancer les choses. Donc, par exemple, dans la Discovery, il y a plein de choses. Si les développeurs ne veulent pas venir dans des ateliers de brainstorming, des fois, c'est un peu normal, ça leur fait peur parce que voilà, les sales, les CSM, ils vont avoir tendance à avoir plein d'idées et les devs se disent, mais moi, qu'est-ce que j'ai apporté ici? Peut-être qu'on peut essayer juste de les inviter à des tests utilisateurs en tant que, par exemple, on peut faire en tant que juste observateur, ou alors il y a aussi, il y a de la prise de notes. Généralement, on fait toujours une interview à deux personnes, une personne qui interviewe et une personne qui prend les notes. Et ça peut être bien de leur dire, bon, écoute, prends les notes. Alors forcément, ça va pas être de la prise de notes peut-être au niveau. Non, mais ils sont pas formés pour ça. Donc voilà, il faut bien se dire, OK, les notes seront peut-être pas au niveau où moi je les atteindrai, mais en fait, ça peut commencer à venir faire de la valeur ajoutée. Et en fait, ça peut lancer la machine. Mm. Et pareil, côté delivery, si les rituels agiles, c'est super dur à faire bouger, j'aurais tendance à dire, il y a toute la partie test. Souvent, personne n'en parle de la partie test. Alors qu'en fait, c'est un vrai sujet de collaboration entre PM et tech. Genre, qui fait quel test? Parce que les techs font aussi des tests de leur côté. Ils mettent en place des tests end-to-end, tests d'intégration, etc. Et en fait, vraiment pouvoir aligner qui fait quoi en termes de tests, c'est un vrai sujet. Et donc, du coup, je pense que voilà, il y a peut-être d'autres batailles à aller chercher. Et donc, bien les lister, en fait, tous les sujets et se dire, bon, on va commencer par ça, peut-être ensuite ça. Et voilà, y aller progressivement, ça peut aussi aider, surtout quand on est dans les plus grosses structures où c'est difficile de faire bouger les choses, quoi. Mm. Et toi, comme tu es freelance en plus, quand tu arrives avec des nouveaux clients, tu vois les devs et tu te poses avec eux pour définir qui fait quoi, enfin, pas qui fait quoi, mais justement sur cette partie de test, est-ce que les devs, comme ils sont pas forcément peut-être en freelance, c'est eux qui s'en occupent, ou est-ce que justement toi, sur ta mission, tu vas être responsable des tests et du coup tu vas collaborer avec eux pour définir qui fait quoi comme test? Bah, c'est marrant puisque c'est un sujet en vrai beaucoup plus complexe qu'on pense les tests parce que souvent, par défaut, c'est le product manager qui va tester ce qui sort du développement. Ouais. Et en fait, moi-même, hein, je l'ai vécu dans pas mal d'entreprises avant d'être freelance. Parce qu'en freelance, ça dépend vraiment des missions que je fais, mais il y a des missions où j'ai dû faire de ce qu'on appelle de la QA, donc assurance qualité. Et, euh, et en fait, comment dire, il y aura toujours de l'assurance qualité côté PM. Il y en a aussi côté designer. En fait, souvent, c'est un peu sous-estimé. Les designers ont toute une partie de test qui est de s'assurer que en fait ce qui a été développé correspond bien au design attendu, etc. Donc c'est pas que la responsabilité du PM. Et c'est pour ça que je dis en fait bien équilibrer les responsabilités. Souvent, en fait, il y a un truc côté tech où on parle de de code coverage. Ça veut dire en fait à quel point on a couvert le code, la code base, de tests. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? Ça veut dire que si un test passe sur une fonction, par exemple, cette fonction, elle est couverte. Ouais. Un peu mécaniquement, mais du coup, ça veut rien dire, en fait. OK, une fonction envoie l'output attendu dans le cas attendu. Mais en fait, ce qu'on veut savoir, c'est tous les autres cas. Et normalement, en fait, dans une bonne culture ingénieur, et notamment, par exemple, c'est ce qu'on nous apprend à 42, on est énormément évalué là-dessus.
c'est à quel point tu arrives à couvrir tous les cas possibles. Mais genre des cas en mode, il y a un hacker qui veut hacker ton truc, alors que t'es en mode, ok, je suis en train de faire une fonction que personne ne va jamais utiliser. Pourquoi un hacker voudrait faire ça? J'en sais rien, mais en fait, on nous apprend ça. Et je pense que c'est une bonne façon de voir les choses. Alors après, il faut pas aller dans l'over-engineering. Il peut y avoir cet autre côté où en fait, il y a des ingénieurs qui sont en mode, on va mettre du test partout, surtout, tout le temps. C'est hyper dur à maintenir. Donc voilà, c'est encore une question de bon niveau, mais n'empêche que il y a des organisations qu'on appelle test-driven development. Donc, en fait, ils écrivent les tests avant d'écrire le code qui va marcher pour ces tests. Et donc, ça veut dire que de base, il y a des tests, en fait, dans la façon dont ils écrivent du code. Et c'est assez intéressant. Et ça veut dire, il y aura toujours quand même un minimum de qualité qui sortira. Après, c'est souvent une qualité plutôt ingénieur, on va dire. Donc, c'est des sujets un peu plus techniques que nous, on n'a pas forcément en tant que produit. Mais donc, voilà, je pense qu'il faut bien répartir. Et des fois, en fait, il y a un peu un loupé où personne ne se met vraiment d'accord et c'est un peu implicite que le PM va tout revoir à la fin. Et en fait, on se retrouve à faire toute la charge de test qui n'est pas forcément qu'à nous, en fait. Je veux dire, revoir le Ouais. design, revoir des erreurs qui sont liées à des problèmes enfin, plus de code, on va dire. Des fois vraiment, c'est ça. C'est pas forcément à nous de le faire. Et donc, je pense que ça mérite vraiment déjà d'alerter sur ces sujets et de remettre les choses à plat et d'avoir les bons interlocuteurs qui comprennent aussi ces dynamiques-là. Donc, c'est pour ça que je dis encore une fois, si on a des lead dev ou des managers dev qui sont un peu au courant de ce genre de problématiques, essayer de voir avec eux, OK, comment on peut fonctionner pour que côté tech, vous ayez un certain nombre de vérifications, de tests, etc., qui fait que l'output sera normalement toujours à peu près bon. Et nous, bon, il y aura forcément des choses à retester et à valider, mais en fait, qu'on se retrouve pas tout le temps à la fin en mode ah bah il y a plein de trucs qui sont pas cohérents, etc., quoi. Hmm. Et justement, ça m'amène un peu à une autre question qui est celle du succès de la collaboration. Comment tu mesures et t'évalues? Parce qu'en fait, c'est vrai que tu peux te dire, j'ai demandé qu'on fasse telle chose, est-ce que ça a été fait ou pas, très axé justement sur cette partie delivery. Mais si on envisage une collaboration, comme tu l'évoquais, plus grande, qui inclut la partie de recherche, de discovery, comment en fait on fait pour évaluer et mesurer le succès de cette collaboration et de voir si justement on arrive à bien poser les bases de cette collaboration. Bah, c'est une question assez intéressante parce que je trouve qu'en fait, on objective, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, mais on objective énormément la partie delivery. En fait, enfin, surtout sur la partie développement, on a plein de métriques. On a le nombre de points par sprint qu'on dépense, il y a enfin, la vélocité, etc. Donc, il y a tout un tas de métriques qui ont été apportées par l'agilité. Et en fait, on retrouve beaucoup moins ce côté métrique sur la partie discovery. Et encore que ça commence pas mal sur la partie vraiment UX research, à avoir un peu plus de métriques. Donc voilà. Et côté produit, en fait, on a nos success metrics, mais qui sont liés vraiment à des success metrics de produits. Donc ça crée un petit peu en mode chacun en fait a un peu ses success metrics et il n'y a pas vraiment, enfin j'ai pas vu en tout cas de framework qui révolutionne cette question-là, etc. pour le moment. Mais je pense qu'en fait, à la fin, ça vient toujours, on retombe sur cette question de comment on harmonise les process. Et en fait, on a des intérêts communs. Et là, c'est une question de se fixer des objectifs communs, peut-être plus que vraiment des métriques de, OK, est-ce qu'on a augmenté, etc. Et encore que, par exemple, là, sur le sujet des tests, on peut avoir des métriques de, par exemple, le temps passé de chaque côté sur la partie test. Vraiment, combien de temps en dev ça leur a pris sur une feature entière en pourcentage de mettre des tests en place. Combien de nous, ça nous prend de temps de faire de la QA et quel est le score de qualité à la fin qui sort. Et en fait, ça s'objective quand même ces choses-là. Et ça permet de montrer, OK, est-ce qu'en fait, on est mieux? Est-ce qu'on est moins bien? Est-ce qu'on y passe énormément de temps? Parce que peut-être faire beaucoup, beaucoup de tests côté tech, c'est peut-être pas très rentable en fait. Donc, donc voilà, il y a tout un tas de questions après que ça ramène parce que ça peut vouloir dire aussi, est-ce qu'il faut peut-être une équipe dédiée à ça, une équipe de QA, une équipe de QO, donc enfin les ingénieurs qui s'occupent de vraiment mettre en place des tests et ils font que ça. Et du coup, eux, ils sont peut-être plus armés que chaque développeur dans son coin pour mettre en place des tests qui ont du sens. Donc voilà, ça amène d'autres questions. Et je dirais que c'est ouais, une question de vraiment objectiver ensemble ce qu'on fait. Et du coup, ça veut dire que
les techs sont pas juste là pour délivrer. Donc, en fait, comment dire, leurs métriques de vélocité et tout, c'est bien. Mais en fait, moi, je pense qu'au final, le produit, c'est pas juste une affaire de product manager. C'est les success métriques de produits, elles concernent pas que le product manager. En fait, elles concernent tout le monde. Elles concernent aussi le designer, elles concernent aussi les développeurs. Donc, voilà, je tendrais plutôt à dire que les success métriques devraient s'orienter vers, se rapprocher en tout cas de métriques produits, mais ce qui veut dire qu'on ne peut pas les définir tout seul. Ouais, faut Et les ça, définir souvent, ensemble, c'est quoi. ouais, voilà. Et c'est souvent ce qui se passe dans les entreprises, c'est que nous, dans notre coin, on dit, on va voir un data analyst, on fait nos analyses, et à la fin, on dit, bon, on va fixer quoi comme métrique, on prend des métriques qui ont du sens, et on les impose à tout le monde. Bah, forcément, ça marche pas forcément beaucoup quand on n'a pas impliqué les autres équipes. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bah, merci beaucoup. Il nous reste 4 minutes. Donc, si vous voulez Quatre petits- poser dans le chat une question à Estelle sur ce sujet, c'est le moment. Ou même sur son parcours de manière plus générale, n'hésitez pas. Et sinon, euh, moi, j'ai aussi une dernière question. Comme en plus, je vois que les personnes connectées avec nous sont soit PO, soit en reconversion pour devenir PM. Donc, plutôt côté PM que dev. Ouais. Et quels seraient un peu les deux derniers conseils que tu pourrais donner justement à des personnes qui sont plus côté product pour favoriser cette collaboration et pour que ce soit un succès et que puisse s'épanouir dans sa relation avec sa squad plus large et les développeurs. Ouais, ouais, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai beaucoup parlé avec des PM sur ce sujet de collaboration pour me rendre compte qu'en fait, il y a deux choses que je pense que les PM n'envisagent pas dans les dynamiques de relation avec les développeurs. C'est que déjà, les développeurs, de leur côté à eux, des fois, ils comprennent pas ce qu'on fait en produit. Enfin, ils savent pas ce qu'on fait de nos journées. Et c'est quelque chose que j'ai vu pas mal, puisque du coup, les développeurs, des fois, ont tendance à plus parler devant moi, puisque maintenant, je suis un peu de l'autre côté, etc. Et ils me disent, mais vraiment, je sais pas ce que vous faites, les PM de vos journées, je comprends pas, etc. Ce qui est hyper vexant. Non, mais c'est hyper vexant, quoi. Mais du coup, j'aurais tendance à dire, ouais, enfin, et encore pire que ça, on m'a raconté, par exemple, chez Apple, il n'y a pas de PM. Les designers bossent en direct avec Ah les ouais. développeurs. Et en fait, ils ont des espèces de programmes managers, je sais pas quoi, qui sont au-dessus. Et donc, du coup, enfin, ça amène ce côté un peu où nous, on serait une friction. Et en fait, on sert juste à... Vous servez à Non, rien. mais, non, mais on sert... Même encore pire, c'est que des fois, on nous voit en mode, on bloque les relations entre développeurs et designers, typiquement. Et en fait, j'aurais tendance à dire sur ce sujet-là, euh, attention à pas être trop, effectivement, dans le contrôle. En fait, il y a des choses où des fois, il faut savoir lâcher du contrôle. Alors, à bon escient, hein, pas partout, parce que les CSM qui viennent solliciter tous les 4 matins les développeurs, ça va tuer la productivité de tout le monde. Mais il y a des sujets, par exemple, moi, de plus en plus, sur toute la partie, quand en fait une feature est en développement, je dis aux développeurs, allez solliciter les designers qui ont fait ce truc, donc je leur donne toutes les infos. Et par contre, je cadre l'échange qu'il va y avoir entre les deux. C'est-à-dire que il faut pas que ça parte dans tous les sens, que ça fasse des allers-retours tout le temps, etc. Je leur dis bien, voilà, va solliciter en direct le designer. Le designer, je lui dis, écoute, tu fais tous tes retours en une seule fois. Il n'y a pas de je fais 3, 4 retours là et puis après je regarde un autre moment et machin. Donc il faut cadrer quand même l'échange, mais ça vaut le coup des fois de laisser un petit peu aussi des échanges plus naturels et plus en direct, quand c'est possible en tout cas. Et ça permet d'avoir ouais, mais moins de tension en fait. Et pour le côté, ils comprennent pas ce qu'on fait, forcément expliciter nous aussi ce qu'on fait et montrer que en fait notre démarche elle est rationnelle, présenter par exemple tous les résultats de recherche, de discovery. On a tendance à passer trop rapidement dessus, en mode c'est bon, nous on est dans le jus. Ouais, mais en fait les développeurs ils sont pas tout le temps dans le jus et donc du coup bien prendre le temps de leur présenter, je trouve que c'est hyper important. Et ça, c'est un peu, on s'en rend pas compte en étant dans le truc, en fait. Mm. Et si je peux rajouter un dernier, du coup, ça fait peut-être même Oui. trois. On prend tous Un les conseils. dernier, voilà, un dernier conseil, c'est, et ça, c'est peut-être moins évident, c'est attention au timing où on sollicite les développeurs. Et ça, moi, je le vois parce que quand je suis de l'autre côté complètement, quand on est développeur, on a tendance à avoir besoin de longues plages ininterrompues. Parce que vraiment, ça demande de la concentration. On rentre dans des sujets où on comprend de plus en plus tout le contexte de ce qu'on est en train de faire, etc. Et si en fait, on est sollicité toute la journée parce qu'il y a une réunion en plein milieu de l'après-midi et ensuite il y a un Slack et machin, ça
tue la productivité des développeurs. Et souvent, en fait, c'est ça qui les dérange le plus. Genre, la réunion de 3 à 4, non, c'est vraiment pas adapté à un emploi du temps de développeur. Donc, j'aurais tendance à dire, si vraiment vous voulez être super sympa avec vos développeurs, demandez-leur c'est quoi le moment qu'ils préfèrent. Très souvent, ça va être genre début de matinée. Bon, selon les cultures, il y a des débuts de matinée qui sont un peu tard. Donc, voilà, je préviens. Mais ça peut être, par exemple, ou juste avant, 11h, 12h, ou des choses comme ça, juste avant leur pause déj. Parce qu'en fait, ça leur permet de pouvoir prévoir, OK, toute la matinée, là, je suis libre, je fais ça. Et à 11h, j'ai mon point de produit. Et donc, du coup, là, je m'arrête et après, on fait la pause déj et ensuite, je reprendrai. Et vraiment, c'est un truc, je pense que nous, les PM, on n'a pas en tête puisqu'on a 50 réunions. Et je pense que ça peut vraiment bien marcher de demander à ces devs quand est-ce qu'ils sont dispo pour les échanges, quoi. Ouais, et que c'est vrai qu'en tant que PM, tu es un peu chef d'orchestre avec plein de stakeholders différents et donc tu as l'habitude d'être sollicité de toutes parts et c'est C'est aussi un peu ça. ton rôle d'aller voir tout le monde. Et c'est vrai qu'on peut perdre le prisme que pour les développeurs, c'est important d'avoir des grosses plages horaires. Mais comme tu dis, je pense que en fait, le plus naturel est finalement peut-être aussi désacraliser le fait d'aller juste tout simplement discuter avec le dev et poser des questions parce que bah, c'est aussi comme ça que la collaboration peut bien se créer. Donc, Ouais, toujours une question de communication à la fin. clairement. Trop bien. Bah, je vois qu'il est 47, donc on est parfait dans le timing. Et bah, je voulais Super. vraiment te remercier, Estelle. C'est super précieux tous les tips que tu nous as donnés. Et surtout, c'est vrai que c'est cool d'avoir l'avis de toi qui a été tout des deux côtés et qui est des deux côtés. Donc ça, c'est vraiment top. Et bah, écoute, avec plaisir de rééchanger à l'avenir sur ce sujet. Je vous souhaite à tous Merci beaucoup à toi aussi. une très bonne après-midi, une bonne pause déjeuner et à très bientôt. Au À revoir. bientôt.